va remercier Geneviève Petit-Pierre, qui est, je le lis parce que je ne veux pas dire de bêtises, docteur en pédagogie spécialisée, master en psychologie clinique et développementale, qui nous vient de Fribourg, que l'on connaît tous, pour tous ses travaux, ses recherches sur la déficience intellectuelle et sur le polyhandicap, les deux, avec, je sais pas, j'ai lu plus de 64 publications, mais il y en a peut-être encore plus maintenant, avec son énorme travail d'observation, aussi sur l'autodétermination, sur tout ce qui amène à prévenir la maltraitance, sans doute, il faut le dire et le redire, et qui devrait nous présenter aujourd'hui comment stimuler les capacités de discernement, observation d'accords et de désaccords appuyés sur l'olfaction. On l'a dit, la sensorialité, c'est vraiment un domaine à bien explorer pour mieux comprendre nos jeunes, pour mieux les laisser s'exprimer. C'est un domaine que vous avez beaucoup travaillé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Catherine. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous présenter quelques résultats d'une recherche que nous avons menée avec deux autres collègues, dont Juliane Dain, qui est ici présente, et qui a été réalisée à la demande d'une école spécialisée et qui s'intéressait à pouvoir, disons, approfondir et mieux identifier les réponses que donnaient les personnes polyhandicapées, notamment les enfants et les jeunes gens, à des stimulations olfactives. C'est une école qui utilisait ce genre de stimulation au quotidien, mais qui se trouvait parfois un peu démunie dans l'interprétation de ces réponses. Donc vous allez voir un certain nombre de résultats. J'ai aussi choisi d'intégrer un certain nombre d'exemples d'extraits vidéo. Malheureusement, pour les personnes qui sont en ligne, les engagements qu'on a pris au niveau des parents et de la commission éthique, qui nous ont autorisés à faire usage de ces vidéos dans les formations et dans les colloques, se limitent au présentiel. Donc, en fait, les vidéos ne seront pas accessibles aux personnes qui suivent la conférence en ligne. Donc, peut-être pour rappeler le principe, le cadre général de l'olfaction, c'est un système qui est assez mystérieux, qui est aussi assez intime, qui a un ancrage phylogénétique extrêmement ancien, une longue histoire, une longue tradition, on va dire, évolutive, qui lui permet une grande efficacité. Sont en fait les choses ou en tout cas les stimulations qui entrent en fait jusqu'au nez par deux voies, d'une part ce qu'on appelle la voie rétronasale et la voie orthonasale, c'est-à-dire directement par le nez ou par l'arrière-bouche. Donc les différentes molécules odorantes atteignent notre muqueuse nasale avant en fait de poursuivre leur chemin vers les centres neurologiques. C'est un sens qui a un statut particulier dans le cadre des autres modalités sensorielles, puisque son câblage est relativement direct et efficace. L'information neuronale doit passer par seulement 2 synapses depuis la périphérie sensorielle pour atteindre les centres cérébraux, dont l'amygdale et l'hippocampe, qui sont des hauts lieux de traitement des informations et qui sont responsables de à la fois la mémoire et du comportement. Donc les odeurs peuvent procurer du plaisir et des sensations qui sont considérées comme bénéfiques par l'organisme qui va chercher à s'en approcher, souvent, à les explorer. À l'inverse, certaines procurent du déplaisir et en fait, amènent en fait un besoin finalement de s'écarter de ce type de stimulation. Donc c'est un système qui est fonctionnel dès la période intra-utérine, donc c'est-à-dire assez précocement dans le développement. Il y a des magnifiques vidéos qui ont été réalisées chez le bébé in utero. Et puis surtout les liens qui unissent en fait les odeurs aux émotions sont extrêmement présents, sont extrêmement forts et connus.
Et donc, en fait, les odeurs sont en lien avec la qualité de vie, hein, contribuent aussi fortement au bien-être, à la qualité de vie. Ce sont des paramètres qui interviennent aussi au niveau des interactions sociales, qui sont des moteurs, ou en tout cas des dimensions très présentes au niveau de l'attachement, qui soutiennent en fait les liens très précoces, mais aussi nos liens ultérieurs dans le cadre des relations, par exemple, de couple ou des relations sentimentales. C'est des types de simulations qui interviennent au niveau de l'histoire personnelle, puisque voilà, certaines odeurs nous rappellent des moments vécus, agréables ou désagréables, de notre vie, et qui jouent aussi un rôle très important dans la vie psychique, dans l'équilibre psychique. On sait notamment que les personnes qui souffrent d'anosmie, par exemple, sont plus sujettes à la dépression que les personnes qui ont un odorat intact. Donc on a vraiment là une modalité sensorielle qui est extrêmement liée à la fois, disons, au bien-être, à la qualité de vie, à l'équilibre psychique, aux émotions, à l'humeur, et qui en fait vont aussi être une sorte de seuil peut-être pour l'expression de préférence, l'expression d'une attraction pour un certain nombre de stimulations particulières. Je reprends pour faire le lien avec la thématique de ce congrès, puisque la recherche initialement n'était pas directement orientée sur l'autodétermination. Je reprends en fait une citation de Françoise Jean, représentante d'Inclusion Europe, qui avait participé au congrès de l'AIHM en Suisse, qui disait en fait les possibilités de participation ou d'autodétermination sont bien évidemment différentes selon le handicap et assez largement conditionnées par le degré d'autonomie de la personne. La participation d'une personne gravement handicapée doit être constamment sollicitée, ou on va dire observée, ou en tout cas encouragée. Il faut découvrir, disait-elle, les signes de communication, le regard, le toucher, un mouvement en ce sens, une mimique, et c'est ce qu'on a vu dans les différentes présentations qui m'ont précédé. C'est une sensibilité que l'entourage doit avoir et aussi une responsabilité que l'entourage doit assumer ou prendre, de créer des conditions qui permettront à la personne d'exprimer peut-être une préférence dans un certain contexte vis-à-vis des événements ou en tout cas des stimulations qui lui sont présentées. Alors là, peut-être que je fais une petite parenthèse. C'est vrai que quand on parle de préférence, il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler les préférences dans l'absolu, c'est-à-dire celles parmi l'ensemble des situations, nous attirent plus particulièrement. Par exemple, si je prends mon propre exemple, j'ai une préférence absolue pour la glace au café. Et s'il y a une glace au café sur une carte, je prendrai toujours la glace au café. Par contre, effectivement, il y a les préférences relatives, c'est-à-dire que j'arrive dans certaines situations à me trouver dans des situations où la carte ne propose pas la glace au café, ce qui me frustre beaucoup. Alors, je vais aller vers des préférences relatives, c'est-à-dire je vais choisir ce que je préfère parmi ce qui est disponible. Donc, il y a aussi cette dimension-là. L'appréciation se fait en fonction d'un contexte. Le contexte peut être changeant et on va forcément remettre les préférences en lien avec cette situation contextuelle. Alors, l'origine de la recherche, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un partenariat entre une école spécialisée qui est située à Genève, qui s'appelle l'école Clairbois, et la Fondation Givaudan, qui est une entreprise, enfin, qui a notamment aussi une fondation, qui travaille dans le domaine de la confection d'arômes et de parfums. Ces deux organismes, ces deux institutions, en fait, avaient créé une collaboration de longue date où l'entreprise Givaudan avait créé des savonnettes odorantes pour la Fondation Clairbois qui les utilisait au quotidien dans l'accompagnement éducatif de jeunes polyhandicapés.
Mais les équipes sur le terrain, après un certain nombre d'années d'utilisation, rencontraient un besoin d'aller plus loin que l'utilisation au quotidien de ce matériel. Ils voulaient mieux connaître le potentiel d'utilisation des odeurs pour, je dirais, l'accompagnement des enfants et des jeunes, préciser la manière de les utiliser, parce que se posent beaucoup de questions finalement sur l'introduction de ces odeurs dans la pratique quotidienne. Combien de temps en fait, est-ce qu'on va proposer l'odeur à l'enfant ou aux jeunes? Est-ce qu'il faut proposer régulièrement la même odeur? À quelle fin? Etc. Et puis surtout la question de l'identification des comportements et des réactions à ces odeurs. Est-ce que l'enfant détecte? Est-ce qu'il s'habitue aux odeurs? Est-ce qu'il discrimine? Quelles sont ses préférences? Et l'interprétation de ces réactions. Donc en fait, on a, je dirais, dans le cadre de ce projet commun, qui est aussi une démarche collaborative, on est entré en fait en contact sur la base de ce questionnement-là. Et puis dans ce contexte-là, on a été amené en fait à retravailler un tout petit peu, enfin reconsidérer un peu le matériel utilisé, puisque bien sûr les enfants avaient l'habitude de ce matériel-là et il fallait repartir aussi avec un peu de matériel plus neutre, avec moins d'histoire que celui qui avait été utilisé et développé jusque-là. Donc la recherche s'est déroulée sur 3 ans et demi, avec une première année qui est la marche d'approche, donc une étude pilote qui a permis de préciser toute une série en fait, d'aspects, notamment des objectifs de l'étude, du matériel utilisé, je vous en parlerai tout de suite. Et puis une deuxième étape qui a été l'étude proprement dite, on appelle la grande étude, dans laquelle on a mené les observations, et au cours de laquelle on a associé 2 autres écoles pour pouvoir avoir, je dirais, un nombre d'enfants suffisamment important qui soit plus représentatif que celui qui était susceptible d'être recruté dans l'école de la Fondation Clairbois. Donc les objectifs du projet ont été les suivants, c'est-à-dire identifier les manifestations de détection des odeurs. Est-ce que l'enfant réagit aux odeurs ou à certaines odeurs en comparaison de conditions qui étaient dépourvues d'odeurs, donc des stimuli non odorants. Comment est-ce que les enfants et les jeunes évaluent les odeurs? Quels sont les signes en fait, d'appréciation d'odeurs qui peuvent être en général considérées comme plaisantes et d'autres moins plaisantes? Est-ce qu'ils s'habituent aux odeurs? Comment est-ce qu'ils réagissent en fait, à la répétition en fait, d'un stimulus odorant? Est-ce qu'ils différencient 2 odeurs? Comment est-ce qu'ils différencient 2 odeurs? Par quels signes en fait est-ce qu'ils manifestent cette différenciation? Et puis on a aussi fait un travail sur la réaction aux odeurs des personnes familières dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, qui sort un tout petit peu du contexte, qui demanderait une présentation à part. Donc 22 enfants et adolescents ont participé à ce projet. Ils étaient âgés entre 7 et 18 ans, avaient une expérience avec leur école d'au minimum 6 mois. Les enfants qui présentaient des allergies alimentaires ou qui présentaient des problèmes respiratoires n'ont pas pu être inclus dans l'étude parce qu'effectivement cela posait peut-être un certain nombre de difficultés sur le plan de l'interprétation de leurs réactions. Le matériel a été choisi, déterminé, sélectionné en lien avec les membres, en fait, les professionnels de l'école, certains professionnels de l'école spécialisée qui a initié l'étude, et puis un certain nombre de représentants de la Fondation Clairbois. Et parmi ce matériel, notamment en fait, les odeurs elles-mêmes qui ont été sélectionnées en lien avec le sens qu'elles pouvaient avoir avec le quotidien de l'enfant.
Donc on avait toute une série d'odeurs qui étaient alimentaires, d'autres qui étaient non alimentaires, par exemple poney ou eau de piscine, par exemple, désinfectant pour les mains, c'était prémonitoire, on ne savait pas que 3 ans plus tard, tout le monde en utiliserait abondamment du matin au soir. Et puis ces odeurs étaient contrebalancées, enfin elles étaient d'une intensité relativement similaire, c'est-à-dire ni trop forte ni trop faible, ou jugées ni trop fortes ni trop faibles par des personnes typiques. Et elles étaient caractérisées en termes de plaisantes ou déplaisantes par des personnes typiques. Et leur familiarité avait été... pour les enfants, avait été évaluée par les familles qui ont contribué en fait, à la recherche, justement, en donnant des indications sur la manière dont l'enfant était régulièrement ou moins fréquemment en contact avec certaines odeurs et qui ont aussi pleinement participé, surtout à la dernière phase de la recherche sur l'olfaction sociale. Une des grandes questions, c'était justement, pour tous ces objectifs de détection, habituation, appréciation, de savoir quels étaient les signes qui permettaient à l'entourage proche de dire que l'enfant ou le jeune appréciait ou n'appréciait pas l'odeur, reconnaissait ou ne reconnaissait pas l'odeur, détectait ou ne détectait pas l'odeur. Donc on est parti sur une liste d'indicateurs assez large qui était composé de 21 indicateurs centrés soit sur des réactions qui apparaissaient, des manifestations qui apparaissaient au niveau du visage, de la zone de la bouche, des manifestations qui exprimaient davantage, on va dire, des émotions ou des sentiments, des gestes et des vocalisations. Donc vous avez cette liste de conduites ici. Une conduite qui a joué un rôle clé, dont on a pu considérer dans les résultats qu'elle a joué un rôle clé, c'est l'alignement de la tête sur l'odeur, sur le stimulus olfactif. Donc les odeurs étaient contenues, étaient proposées dans un stylo qui était proposé devant l'enfant. Et en fait, on a notamment regardé combien de temps en fait, l'enfant restait centré sur le stylo, est-ce qu'il s'en détournait d'une manière ou d'une autre à un certain moment, et quels étaient les autres comportements qu'il manifestait. Donc on avait plusieurs comportements dont je vais vous montrer 3 exemples. Un exemple qui est notamment un exemple aussi un comportement qui a été relativement observé, qui était les reniflements de l'enfant, qui va chercher l'information odorante à partir du matériel proposé. Alors, donc je vous montre un premier extrait vidéo. Là, il faut peut-être, c'est la seule vidéo où il faut vraiment écouter, parce que les reniflements, c'est une conduite qu'on ne voit pas très bien à l'image, mais qu'on entend bien si on est attentif à la respiration de la personne sur la vidéo. Donc, je me tais et je vous laisse découvrir ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était très faible, mais il y a eu 2 mouvements de respiration, d'inspiration, qui en fait montraient effectivement qu'il y a eu un flairage actif de ce stylo qui est imprégné par l'odeur de basilic. Donc ça, c'est le premier exemple des conduites qu'on a observées systématiquement. Un deuxième exemple de conduite qui reflète ou qui illustre en fait un comportement qu'on a observé, qui est une sorte de coordination entre la main, le nez et le stylo. C'est-à-dire que l'enfant ou la personne va poser sa main sur le support, amener le support vers son nez et maintenir en fait son nez à proximité de l'odeur.
Voilà, ça c'est encore une deuxième observation. Un troisième exemple de ces différents comportements, différentes manifestations, c'est les manifestations de rejet qui ont aussi été systématiquement observées et qui en fait pouvaient être codées ou qui renvoyaient à on va dire à différentes conduites, c'est-à-dire soit l'enfant a, disons, se détourner avec la tête, soit effectivement, je dirais, mettait sa tête en dehors en fait de l'axe du stylo. Donc ici, un exemple de cette conduite de rejet d'odeur, d'une odeur cannelle. Donc là, on voit, il y a une interversion de la tête, parce que ça permet de se détourner un peu, on va dire, du stylo. Et en plus, en fait, la jeune fille, en fait, détourne la tête latéralement. Vraiment, ça maximise l'éloignement avec la source d'odeur qu'on lui présente. Donc ça, c'est vraiment pour je dirais, plutôt les aspects de méthode. Donc toutes ces conduites ont été observées, je dirais, de façon continue durant toute la présentation des odeurs. Et on a, disons, observé ces conduites selon des protocoles assez différents. Ici, donc, je vais montrer les résultats qui concernent la sous-étude préférence, dans laquelle on cherchait à voir comment, par quels signes les enfants exprimaient leur préférence ou leur appréciation de l'odeur proposée et dans quelle mesure, en fait, ils avaient des préférences par rapport à un duo d'odeurs qui était proposé et qui contenait une odeur plutôt agréable versus une odeur plutôt désagréable. Donc, la procédure prévoyait en fait qu'on montre d'abord un stylo sans odeur pendant 30 secondes, ensuite un stylo avec des odeurs une odeur qui était une odeur plaisante ou jugée plaisante par les adultes typiques qui avaient évalué le set d'odeurs. Ensuite, de nouveau, un stylo avec sans odeur et un stylo avec une odeur déplaisante. Et cette séquence était reproposée une seconde fois avec le même duo d'odeurs. Et on a utilisé 4 duos d'odeurs pour, je dirais, renforcer ou consolider, on va dire, les observations qu'on a menées sur ces réactions d'appréciation. Donc, parmi les 4 duos d'odeurs plaisantes-déplaisantes qu'on a proposés, on avait un couple qui était un couple composé de l'odeur d'orange et d'ail, un couple qui était composé de l'odeur de muguet et l'odeur de sueur, qui, je vous l'assure, était proprement désagréable. Ensuite, un couple qui était composé du duo pluie d'été et désinfectant, et un autre cannelle, fromage. Donc, le codage ici a été réalisé sur 9 indicateurs, les sourires, les vocalisations positives, l'alignement de la tête et la coordination nez-mains, donc toutes les manifestations par lesquelles en fait, l'odorant était gardé proche de la personne, par la personne elle-même, et puis ensuite 5 indicateurs qui étaient les mots, grimaces, les vocalisations négatives, les conduites de rejet, le débordement émotionnel et les réflexes nauséeux qui, heureusement, ne sont pas apparus trop souvent, mais quand même uniquement dans le contexte des odeurs déplaisantes. Alors, ce qu'on observe au niveau des résultats, c'est que les odeurs plaisantes sont systématiquement et significativement accompagnées par
3 comportements parmi ceux qu'on a observés. C'est les vocalisations positives, l'alignement de la tête, c'est-à-dire que la personne reste proche de l'odeur et reste souvent immobile, on le verra dans les vidéos, reste vraiment concentré sur le stimulus, et les sourires avec parfois même un petit regard vers le chercheur qui presque va chercher finalement presque l'assentiment, dans une perspective un petit peu presque de partage de l'expérience. Et puis, les odeurs qui étaient plutôt désagréables, eh bien, en fait, elles sont accompagnées significativement de maux, grimaces, et dans certains cas, comme je l'ai dit, peuvent aller jusqu'à susciter le réflexe nauséeux. Ça a été rare parce que, bien sûr, l'intensité des odeurs n'était pas telle qu'on souhaitait ce genre de réflexe, mais ça peut arriver et ça montre qu'on doit être attentif aux odeurs qui sont proposées ou qui, même des fois, sont présentes dans les environnements parce qu'elles peuvent susciter ce genre de réaction. Donc ici, vous allez voir un extrait en fait d'une réaction de plaisir d'un jeune avec l'odeur de cannelle. Donc là, on voit plusieurs conduites présentes. D'une part, l'alignement de la tête, le sourire, les vocalisations positives, et comme je vous ai dit, ce petit coup d'œil en fait vers presque la recherche d'attention conjointe. Ça veut dire on est dans quelque chose qui est multi-expressif en termes de la réaction observée. Un deuxième exemple de réaction témoignant du plaisir face à l'odeur d'orange. Donc là aussi, on a l'alignement de la tête, le sourire qui sont présents et qui arrivent assez vite après l'introduction après la proposition faite de l'odeur aux jeunes. Et maintenant, une réaction de déplaisir face à cette odeur de sueur, avec aussi sur le plan tonique, je dirais un recrutement tonique, et puis un mouvement aussi de rejet. Et ici, déplaisir de nouveau face à cette même odeur de sueur chez un autre participant. Donc là, on voit bien la mimique, manifestation aussi avec une petite moue. Il n'y a pas de détournement, mais la réaction est assez manifeste. Et ce qui est aussi un élément qui avait été posé dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne poursuit pas l'enfant avec le stimulus, c'est-à-dire qu'effectivement l'autodétermination, que ce soit finalement lorsqu'on propose des odeurs agréables ou désagréables, doit être pensée dans le sens où si le jeune s'écarte de l'odeur ou s'il s'en rapproche, on va dire, la réaction doit être respectée jusqu'au bout et on ne va pas en fait chercher absolument à faire en sorte que le contact avec l'odeur soit maintenu. Donc on a ce principe déjà au niveau des recommandations pratiques qui doit être qui est une des on va dire des suites finalement de la recherche. Donc les réactions sont particulièrement différenciées en présence des odeurs alimentaires déplaisantes versus déplaisantes. On voit par exemple la différence entre les vocalisations positives qui sont beaucoup plus nombreuses là, au niveau du groupe tout entier. Lorsque les odeurs sont plaisantes, donc c'est le graphique, la partie en bleu, on a beaucoup plus de verbalisation positive que lorsque les odeurs sont proposées sont déplaisantes. Et les mots grimaces, à l'inverse, sont beaucoup plus présentes face à des odeurs qui ont été jugées déplaisantes par les personnes typiques et donc dont finalement la non-attractivité est partagée par les enfants qui faisaient partie de notre recherche. Donc, implication pratique,
voilà, l'évaluation des préférences est importante. Elle va permettre d'une part peut-être de mieux choisir les propositions de contexte qu'on peut être amené à faire pour les personnes concernées. Elle permet aussi peut-être d'utiliser ces odeurs dans certains cadres, notamment pour communiquer avec la personne, pour lui donner des repères dans son quotidien, peut-être pour aussi soutenir son sentiment de bien-être, puisqu'on sait que dans un certains contextes, les odeurs peuvent être des forts facteurs qui favorisent le bien-être de la personne. Ça peut être également très important de tenir compte de leur impact sur l'attractivité des aliments, donc dans un contexte alimentaire, et du reste, l'odeur permet aussi d'anticiper, par exemple, le repas. Donc, l'utilisation de ce type de stimulation peut permettre effectivement une meilleure anticipation parfois du repas. Et finalement, proposer une familiarisation aux odeurs par rapport à des aliments qui sont peut-être plus difficilement acceptables pour les jeunes. On sait que souvent ce qui est familier est considéré comme plus plaisant, et à la fois ce qui est plaisant est souvent ce qui est familier. Donc tout le principe de familiarisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir entrer ou proposer un contact avec des aliments qui ne sont pas toujours appréciés, eh bien, peut parfois favoriser dans un premier temps en fait une première approche. Ça ne veut pas dire que c'est tout de suite dans une perspective de consommation, mais ça peut être dans une perspective de jeu, ça peut être dans une perspective de découverte, ça peut être dans une perspective déjà de pouvoir en fait considérer ces aliments comme quelque chose qui n'est pas une sorte de, on va dire, d'inconnu par rapport à la situation concernée. Et finalement, être attentif à l'environnement olfactif à la maison, en classe, dans la salle à manger, peut-être aussi au parfum personnel qu'on peut être amené à porter. C'est quelque chose qui peut intervenir aussi et travailler avec les personnes concernées pour voir comment elles envisagent en fait la coloration de leur environnement, en tout cas la coloration olfactive de leur environnement. Alors j'avais peut-être encore envie, est-ce que j'ai encore le temps ou bien oui? Alors envie de vous présenter un deuxième petit volet en fait de cette recherche qui porte en fait sur ce qu'on appelle l'habituation et la discrimination et qui peut en fait aussi nous amener à remettre en perspective parfois l'attractivité de certaines stimulations dans certains contextes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'habituation? L'habituation, c'est une diminution de la réponse suite à la présentation répétée d'un même stimulus. Donc, en fait, on parle d'habituation quand finalement l'organisme, la personne se désengage ou désengage son attention d'un stimulus qui est proposé plusieurs fois. C'est un signe adaptatif, c'est-à-dire que cette diminution de l'intérêt, cette diminution de l'attention permet de s'ouvrir aussi à d'autres choses que ce qui est déjà finalement connu, qui a déjà été plusieurs fois rencontré. Donc on a en principe, disons de façon très classique, ce qu'on appelle des courbes d'habituation, c'est-à-dire que quand on propose une stimulation ou un événement, bien, en fait, la première fois que l'événement ou la stimulation apparaît, la personne est très mobilisée, puis plus l'événement est proposé, en fait, plus en principe l'habituation se manifeste et il y a une décrue de l'intérêt et de l'attention portée à cette stimulation. Par contre, si on réintroduit une nouvelle stimulation, eh bien, en fait, on voit un rehaussement en fait, de l'attention. Donc, c'est quelque chose qui est adaptatif et qui se voit de façon assez habituelle. Donc, on a proposé à nos participants une odeur qu'on a proposé plusieurs fois. Donc on a aussi commencé
voilà, commencé par introduire l'odeur, et puis après on a proposé un stylo sans odeur pendant 15 secondes, puis après on a proposé la même odeur que la première fois pendant 30 secondes, de nouveau un stylo neutre, enfin, inodore pendant 15 secondes, toujours la même odeur, et ceci pendant 6 fois de suite. Donc 6 fois de suite, on a proposé pendant 30 secondes, 30 longues secondes, un stylo qui était imprégné de la même odeur, avant de passer, ce que vous voyez en dessous des traits tillés, à la proposition en fait d'une odeur nouvelle, donc d'une deuxième odeur qu'on a présentée une fois, puis ensuite une deuxième fois. Donc le couple qui a été proposé pour cette observation de l'habituation, c'est le couple fraise-Nutella, où fraise a été proposé 6 fois et puis Nutella ensuite. Et un deuxième couple qui a été tarte aux pommes, qui a été proposé 6 fois, et puis ensuite beurre ronce 2 fois. On a distingué en fait 2 sous-groupes parmi les résultats de cette recherche. Un premier sous-groupe qui était composé de la majorité des enfants de nos participants, chez qui on a observé vraiment une décrue de l'intérêt au fur et à mesure des présentations. C'est-à-dire que là, on s'est intéressé à l'alignement de la tête, on a regardé combien de temps, en fait, il maintenait la tête durant la durée des présentations des différentes odeurs. Et on a observé qu'effectivement, la premier temps de présentation, l'alignement, le fond restait bien aligné sur l'odeur, et puis au deuxième déjà un peu moins, au troisième encore moins, au quatrième encore moins, et en fait après 6 temps de présentation, eh bien en fait le ton d'intérêt avait presque diminué de 50%. Dans le deuxième groupe, les enfants, 3 enfants sur les 20, en fait, n'ont pas manifesté d'habituation ou de décrue de cet intérêt. Les explications peuvent être diverses. Peut-être qu'il aurait fallu plus de présentations pour que l'habituation se manifeste. C'est aussi des enfants qui renvoyaient plutôt aux enfants qui manifestaient un profil un profil de niveau 1 selon les interprétations de Georges Solus. Donc là, on est peut-être sur des formes de fonctionnement qui étaient un peu différentes entre ces différents enfants. Je vais vous montrer la manifestation d'une habituation chez cet enfant, où vous allez voir dans un premier temps ses réactions à la première présentation de l'odeur, ensuite à la deuxième présentation de l'odeur, ensuite pour juste une question peut-être de ton, eh bien, vous verrez la réaction au ton 5, donc 5e présentation de l'odeur et 6e présentation de l'odeur, où on voit vraiment un désengagement. Ce qui veut dire que ce qu'on peut apprécier quand on est en contact une fois avec un objet, une deuxième fois, peut tout à coup nous désintéresser si l'objet est répété de manière répétée. Donc là aussi, en termes de préférence, appréciation, eh bien, il faut aussi tenir compte du contexte, c'est-à-dire qu'on peut à un certain moment se détourner ou ne plus être passionné par quelque chose qui revient d'une manière trop répétitive. Alors, je me tais parce que les images parlent d'elles-mêmes. Alors, un alignement de la tête parfait et durable sur toute la séquence de 30 secondes. Là aussi, deuxième présentation, l'enfant ne lâche pas l'odeur. En fait, il reste proche de cette odeur sans bouger, avec un sourire. Ça, c'est la 5e présentation. Vous voyez, l'expression a changé. Il fait la moue, il tape sur les accoudoirs de son fauteuil. Il se détourne légèrement. Et la 6e présentation. Il se détourne.
il fait en sorte que sa position de sa tête ne soit plus, je dirais, face à, on va dire, au support. Il y a presque un reflux. Et franchement, la grimace est bien là. Donc on voit bien qu'il y a aussi les contextes. Hein. Donc on est face à la même simulation, hein, mais la répétition induit la lassitude, induit le désinvestissement, induit, on va dire, la perte de contact avec la stimulation, la volonté de s'en détacher. Hein. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis je vous montre la dernière... la dernière situation où on voit en fait une réaction à la nouveauté chez un jeune qui a lui aussi, à qui on a proposé en fait plusieurs fois une odeur d'habituation, donc de fraise, et en fait on va lui présenter l'odeur de Nutella dans un deuxième temps. Donc d'abord vous allez voir fraise et ensuite vous allez voir la différence avec la réaction à Nutella. Donc, il bricole avec le support. La concentration se détourne. Donc là, on est dans la 6e présentation de fraise. Donc, il y a plus grand intérêt à ce qu'on lui propose. Il rejette. Et là, on va changer d'odeur et en fait, on lui propose une nouvelle odeur. Vous avez une mobilisation tonique magistrale avec là aussi un alignement, le sourire, et en fait il retrouve l'intérêt de nouveau là. C'est quelque chose de nouveau, d'intéressant à nouveau et donc qui est digne d'être considéré. Donc simplement pour dire, quand on parle de préférences, il y a ces préférences dans l'absolu, il y a les préférences dans le cadre relatif, il y a les préférences au niveau du contexte aussi de présentation. C'est-à-dire que si effectivement, disons, les situations se répètent trop souvent, il peut y avoir aussi simplement une lassitude qui est liée à la répétition et qui, en fait, permet aussi, ou doit être interprétée en fonction de ce contexte-là. Donc, pour terminer, peut-être en termes de bonnes pratiques, ça suppose effectivement que souhaiter observer les préférences, souhaiter observer les manifestations d'appréciation, ça doit intégrer en fait des opportunités pour le faire et donc en fait une proposition d'alternative d'intérêt possible pour la personne et également peut-être des situations qui sont, on va dire, dans ce contexte-là inodores, c'est-à-dire neutres, dans lesquelles les modalités ne sont pas nécessairement stimulées. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des personnes qui préfèrent ni fraise ni Nutella, mais simplement rien comme odeur. Donc ça, je pense que c'est important aussi de prendre ça en compte. Merci de votre attention.